Bonsoir à toutes et à tous. À chacun sa guerre. Celle de François Hollande se dispute contre le terrorisme au Mali. Et ce soir, l'armée française connaît de réels succès aux côtés des Maliens. Cela n'empêche pas des voix, de plus en plus nombreuses, de critiquer l'impréparation présumée de l'opération. On s'inquiète surtout de l'enlisement, voire du piège militaire que peut constituer cet engagement. En Algérie, 37 étrangers tués par les assaillants du groupe djihadiste de Belmokhtar qui continuent de menacer notre pays. La France peut-elle se retrouver dans un engrenage comparable à celui connu par les Occidentaux en Afghanistan? C'est l'objet de ce débat en direct dont je vous présente les invités. Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste, député européen. Gérard Longuet, ancien ministre de la Défense et sénateur UMP de la Meuse. Thiebilé Dramé, ancien ministre malien des Affaires étrangères. Vous êtes venu tout spécialement de Bamako pour participer à mots croisés et nous vous en remercions. Noël Mamère, député maire Europe Écologie Les Verts de Bègle, Marc Trévidic, juge antiterroriste et spécialiste des filières islamistes, et enfin Frédéric Ponce, rédacteur en chef du service étranger à Valeurs Actuelles et spécialiste des questions de défense. Et puis sachez que nous serons en direct et en duplex avec Gérard Grisbeck, envoyé spécial de France 2 au Mali, d'ici quelques instants pour les toutes dernières informations sur le terrain. Je vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur Internet, en streaming sur le site plus.francetv.fr et la commenter sur notre page Facebook et sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne. Harlem Désir, en intervenant au Mali, la France et son gouvernement assument-ils le risque d'un engrenage dangereux? Juste avant cette émission, j'étais à Montreuil, où nous organisions une réunion de solidarité avec le peuple malien. Et j'ai vu des hommes et des femmes, beaucoup de Maliens de France, qui étaient à la fois inquiets pour leur pays, comme ont pu l'être des réfugiés, vous savez, espagnols ou d'autres qui ont été accueillis en France à des moments où leur pays traversait des drames et des guerres, et qui en même temps étaient fiers de la solidarité de la France, qui étaient soulagés, qui étaient reconnaissants. Et moi, comme beaucoup de Français, je crois, je suis fier que la France ait été à ce rendez-vous de la solidarité internationale, que nous ayons porté assistance à un peuple en danger. Et nous agissons aujourd'hui dans le cadre de la légalité internationale, avec le soutien des Nations Unies, en appui à des forces africaines de 10 pays, avec 7 pays européens et États-Unis, Canada, qui apportent une aide logistique, et avec le soutien de l'ensemble de l'Union européenne qui va former l'armée malienne. Pour l'instant, sur le terrain, nous sommes seuls, Harlem Désir. Donc je vous repose ma question. On peut partager l'analyse que vous venez de faire, et je crois qu'en effet, en tout cas pour l'instant, les premières enquêtes d'opinion le montrent, les Français sont favorables à cette intervention, mais avez-vous la crainte, la peur de l'engrenage ? Non, cette opération, elle a un cap, des principes et des alliés. Le cap, c'est de permettre à ce pays de retrouver sa liberté, de retrouver son intégrité territoriale, et c'est de détruire des forces intégristes, terroristes, qui voulaient le soumettre, qui sont des gens qui veulent créer un État terroriste, narcotrafiquant, qui voulaient imposer la charia, qui coupe des mains, qui lapide des femmes, et qui voulaient imposer à ce pays, qui est un symbole de tolérance en Afrique, qui est un pays qui a vécu la démocratie malgré sa pauvreté, d'être soumis à des forces obscurantistes. Deuxièmement, des principes, ceux de la légalité internationale, la Charte des Nations Unies, une résolution des Nations Unies, et puis des alliés. Et je le disais déjà sur le terrain, vous avez des troupes de plusieurs pays africains qui sont en train d'arriver, du Nigeria, du Tchad, du Niger, du Togo, du Bénin, du Sénégal et d'autres pays, et qui vont prendre progressivement le relais, ainsi que l'armée malienne. Nous devons les accompagner. C'est grâce à la France que la réaction a pu être efficace, immédiate, mettre un coup d'arrêt à l'offensive. Mais demain, ce sont les Africains, avec notre aide, avec l'aide européenne, qui vont reconstruire l'indépendance et la liberté du Mali. C'est l'objectif ou l'espoir, en tout cas la plupart des points que vous venez de soulever, nous allons essayer de les détailler dans cette émission. Noël Mamère, je rappelle que vous avez été l'un des premiers à critiquer cette intervention. Est-ce qu'il fallait laisser les islamistes investir Bamako ? Bien sûr que non. D'ailleurs, je voudrais tout de suite dire que j'entends depuis le 11 janvier, date de l'intervention militaire au Mali, un certain nombre de critiques qui me sont adressées selon lesquelles j'invoquerai des arguments misérables et je chercherai à me distinguer par une posture différente du reste de la classe politique. D'abord, je n'aime pas beaucoup cet unanimisme autour des interventions militaires. Et je n'aime pas beaucoup que l'on nous montre du doigt comme si nous étions de mauvais Français parce que l'on émet quelques critiques sur les dangers d'une intervention militaire. On ne fait jamais la guerre pour de bonnes raisons. On ne fait jamais la guerre pour de bonnes raisons. Soyons clairs, quand on engage des interventions militaires, c'est qu'on signe l'échec de la politique et l'échec de la diplomatie. Et soyons très clairs, je n'ai jamais dit que j'étais contre cette intervention militaire. J'ai alerté dès le premier jour sur les dangers qu'elle faisait courir. Mais bien sûr,
que d'un point de vue moral, il fallait arrêter ceux qui ont un projet insoutenable. Maintenant, il y a un moment où on met la morale en accord avec les actes. Non, la morale n'implique pas forcément que l'on doive, en conclusion, dire qu'on approuve la politique de la France en Afrique. Je vous prie de m'excuser, mais je peux quand même le dire. Nous sommes dans une démocratie parlementaire. Vous êtes favorable à cette intervention au nom des droits de l'homme et vous êtes défavorable à l'entrée en guerre de notre pays. Je dis qu'elle était inévitable et qu'il faut considérer les conditions dans lesquelles cette intervention militaire est venue. On est entré, sans doute, dans un piège. On en parlera sans doute tout à l'heure, avec l'intervention du président de la République. C'est l'objet de l'émission. Qui soutient, par exemple, l'intervention des militaires algériens pour libérer les otages. On est dans une contradiction. D'une main, on soutient les printemps arabes, et de l'autre, on donne notre caution à un régime de généraux corrompus qui ne distribue pas la richesse de l'Algérie et qui même a joué un jeu très dangereux pendant plusieurs décennies dans cette région de l'Afrique. Donc, on ne peut pas apporter des réponses binaires à des problèmes complexes. Voilà pourquoi je tenais à m'expliquer. Je ne partage pas tout à fait l'enthousiasme. Pardonnez-moi, je pense que vous pensez vous expliquer, mais sincèrement, je ne comprends pas. Pourquoi vous venez de me dire qu'au nom pas des valeurs qui sont les vôtres, oui. Vous comprenez cette intervention, oui, mais que vous ne pouvez pas, à aucun moment, vous ne Attendez, pouvez la soutenir. c'est pas parce que je la comprends que je soutiens forcément des actions militaires. J'ai tiré la leçon, comme vous et comme beaucoup d'observateurs, de ce qu'on nous a dit qu'on allait lutter contre le terrorisme et qu'on allait aller le chercher je ne sais où, pas comme Poutine, mais on a tiré les leçons de l'Afghanistan, de la Libye et de l'Irak. Et on a vu que les interventions militaires ne débouchaient jamais sur des solutions politiques. Moi, je ne suis pas malien, je ne suis pas monsieur Dramé, je ne suis pas un responsable politique malien, je suis français. Et je m'inscris dans une logique qui est celle des écologistes qui demandent très vite deux choses. La première intervention qui a été la mienne, c'est de dire pourquoi n'a-t-on pas convoqué le Parlement avant l'intervention militaire? C'est la suppression de l'article 35 de la Constitution que nous demandons depuis longtemps, comme ça se passe en Allemagne ou comme ça se passe en Grande-Bretagne. Avant toute projection des forces armées sur un théâtre extérieur, on sollicite l'avis du Parlement, on débat et on vote. Et deuxièmement, j'ai dit qu'effectivement, si nous voulons aider les Maliens, c'est sans doute en jouant un rôle différent de celui de notre présence militaire et sans doute en contribuant à ce que l'état de droit soit rétabli au Mali. Et personne ce soir ne peut dire que la guerre que nous menons, qui n'est pas une intervention, selon les éléments de langage de l'Élysée, qui est une guerre, ce n'est pas une guerre du Mali, c'est une guerre qui est maintenant, qui touche l'ensemble du Sahel et de ces pays fragiles que sont la Mauritanie, le Tchad, le Niger, tous ces pays qui sont autour du Mali et qui comptent les uns et les autres, des Touaregs, et qui ont des situations extrêmement difficiles. Je vais vous demander les uns les autres, notamment pour ce premier tour de table, d'essayer. Voilà, j'ai essayé de dire faire des réponses clairement. Un peu plus brèves. Thierry Dramé, il y a deux façons. Est-ce que vous avez envie de répondre à Noël Mamère, qui par ailleurs exprime des inquiétudes, on pourrait dire françaises. Et il y a par ailleurs un certain nombre de Français qui, faute de contester l'intervention pour l'instant, en tout cas, s'inquiètent de ses conséquences. Qu'avez-vous à leur dire ce soir ? Avant de répondre à ces Français, je voudrais deux mots au député. Il a dit on ne fait jamais la guerre pour de bonnes raisons. Il y a des guerres justes. Les guerres de libération nationale pour l'indépendance des peuples sont des guerres justes et c'est de bonnes raisons pour faire la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, votre soulagement en même la temps. Deuxième Guerre mondiale, monsieur le député, c'était une bonne guerre. C'était une bonne raison. C'était contre le fascisme. C'est pour la liberté des peuples d'Europe. Donc cela veut dire qu'il y a des guerres justes. Et Dieu sait que dans le passé, la France a mené des guerres coloniales, des guerres injustes. Le saut des parachutistes sur Kolwezi, les opérations Barracuda et autres, les coups tordus. Mais il se trouve que la guerre que la France mène aujourd'hui au Mali est une guerre éminemment juste. C'est une guerre pour la liberté du Mali. C'est une guerre contre une dictature obscurantiste de type moyenâgeux qui coupait les mains, qui coupait les pieds, qui violait les femmes, qui organisait des mariages collectifs forcés. Oui, tout cela s'est passé au nord du Mali depuis que les groupes armés étrangers, je dis bien étrangers, ont pris le contrôle de près d'1 million de kilomètres carrés, les 3/4 du territoire malien. Alors, si l'armée du Mali s'est effondrée, que l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne
toute la communauté internationale a estimé qu'il faut aider le peuple malien, le gouvernement du Mali et l'armée du Mali à se libérer. Si la France a été le pays qui a été le plus prompt à réagir, je crois qu'elle a fait une action salvatrice, que les Maliens saluent, que toute l'Afrique salue, que l'opinion démocratique, je crois, en France, salue et doit saluer. Monsieur le député, j'étais député il y a quelques années également. Je pense qu'il y a un devoir de solidarité avec les peuples qui souffrent. Et le peuple malien souffrait, et souffre encore. Je ne vois pas par quelle voie diplomatique et politique il aurait été possible de régler cette affaire avec des fanatiques qui ont une idéologie moyenâgeuse et qui soumettaient le peuple malien. Par quelle voie politique et diplomatique cela a été possible? Donc je crois que cette guerre est juste. Il faut saluer la décision du président français, du gouvernement français. Et je crois que l'opinion française est d'accord avec son gouvernement, avec son président, pour appuyer l'armée française qui se trouve aujourd'hui aux côtés de l'armée du Mali, aux côtés du peuple du Mali, pour libérer le Mali de cette dictature terrible. Je sais que vous souhaitez lui répondre, bien entendu, mais je veux juste terminer ce premier tour de table, donner la parole à Gérard Longuet, avec un commentaire. À droite, visiblement, l'Union nationale est finie. Gérard Longuet, Alain Juppé, Laurent Wauquiez, Valéry Giscard d'Estaing critiquent ouvertement cette intervention. Est-ce que vous continuez, vous, à la soutenir? Complètement. Complètement, parce que c'est une intervention qui donne à la France sa responsabilité pour mettre en œuvre une décision internationale. La France ne s'est pas auto-saisie. Il y a une résolution des Nations Unies, il y a un appel du gouvernement malien, il y a une solidarité des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des accords de coopération, y compris militaire, avec des pays, nous les respectons. Le vœu que je formule, j'ai une question et un vœu. Le vœu que je formule, c'est qu'en effet, nos partenaires africains et européens soient les plus actifs et les plus mobilisés possibles, ne serait-ce que pour que l'opinion française n'ait pas le sentiment d'une solitude. Sur la réalité du terrain, la France peut assumer. Et puis le deuxième vœu que je formule, c'est de savoir avec notre ami malien, au fond, la dimension politique spécifiquement malienne de cette crise. Parce qu'il y a une crise sahélienne, de la mer Rouge à l'Atlantique, mais il y a un point faible qui est le Mali. Cela aurait pu se faire ailleurs. Il se trouve que c'est dans votre pays. Et c'est pourquoi moi je m'intéresse à votre vision du Mali. On va y revenir dans quelques instants. Je vous demande un oui ou un non, parce que je dois rejoindre Gérard Grisbeck, qui est en direct du Mali. Mais est-ce que vous dites à ceux qui, dans votre famille politique, désapprouvent cette intervention, que selon vous, ils se trompent, ils font une erreur? Je pense que le moment de l'analyse n'est pas venu. On est au moment de l'engagement, de la solidarité autour de nos troupes et autour de notre président, qui a pris, je pense profondément, une décision pertinente. Alors Gérard Grisbeck, vous êtes entré aujourd'hui à Diabali avec les forces françaises. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Mali, à Gnono, près de la ligne de front ce soir. Je rappelle que Diabali a connu des combats extrêmement violents. Comment avez-vous été accueillis ? Je dois dire, bonsoir à tous, mais je dois dire qu'on a vraiment été accueillis comme des libérateurs, y compris les journalistes d'ailleurs, ce qui est très rare dans notre métier. Alors c'est vrai que les gens étaient massés autour de la route, à l'entrée du village, parce qu'en réalité on parle de cette ville de Diabali, oui, mais en réalité c'est une bourgade qui est assez étendue. Les gens criaient, mais vous savez, ça fait 10 jours maintenant qu'on est au Mali, et ça fait 10 jours qu'on entend scander « Vive la France »,« Vive François Hollande », on l'appelle Papa Hollande, ça nous rappelle qu'il y a un peu plus d'un an, lorsqu'on était à Benghazi, on criait « Vive Nicolas Sarkozy ». En réalité, ici, effectivement, la France est populaire. On peut comprendre pourquoi. Dans le village même, c'est vrai que les gens ont beaucoup souffert. C'est vrai qu'ils se sont battus très fort il y a exactement une semaine, donc lundi dernier. Et puis après, les islamistes se sont installés. Ils sont restés jusqu'au jeudi soir. Et le jeudi soir, ils sont partis, ils se sont enfuis. Donc vendredi, samedi, dimanche, les forces spéciales françaises, comme les Maliens, ont essayé de sécuriser cette zone. Le village, visiblement, le bourg en tout cas, est maintenant sécurisé, mais on peut penser que peut-être des islamistes se cachent encore aux alentours. Alors on a l'impression, justement, Gérard, que les troupes françaises avancent vite. Le plus dur reste-t-il à venir ?
Oui, je pense qu'il faut effectivement rester prudent. Alors vous savez, c'est vrai que tant que les islamistes étaient massés sur un point précis, je dirais que pour faire le travail, pour l'armée française, c'était plus simple. Plus les islamistes amenaient du renfort, plus il était simple de les frapper avec l'aviation, avec les hélicoptères. On pouvait vraiment profiter du fait qu'ils étaient rassemblés. Mais c'est une guerre asymétrique. Si les islamistes sentent qu'ils sont en position de faiblesse, eh bien évidemment, ils vont se replier, ils vont raser leur barbe, ils vont descendre de leur pick-up, ils vont enterrer pour un temps leur kalachnikov et ils vont se fondre dans la population. Donc ça, c'est un petit peu le danger, c'est-à-dire qu'on pense que plus on va monter dans le nord, plus l'armée malienne va monter dans le nord, plus elle va être confrontée à ce problème, d'autant que sur des villes comme Kidal, comme Gao, comme Tombouctou, ce ne sont pas seulement des étrangers qui sont venus pour islamiser la population, ça correspond aussi à des tribus qui considèrent, parce qu'elles ont été dans le passé en opposition avec le pouvoir politique à Bamako, qui considèrent que c'est bien aujourd'hui de se présenter comme islamistes pour obtenir des choses. En réalité, beaucoup d'entre eux sont islamistes comme vous et moi. Et ce qu'ils veulent, c'est avoir un peu de pouvoir. Donc on va être confronté à ce problème-là, et les Français et les Maliens, c'est-à-dire de pouvoir vraiment convaincre cette population que les islamistes ne sont pas la bonne solution. Au moment où nous parlons, est-ce que la prochaine étape devient Tombouctou, cette ville qui a été terrorisée, pour ne pas dire martyrisée, par les islamistes ? Oui, alors c'est vrai que c'est la prochaine étape, mais vous savez, c'est une prochaine étape qui peut avoir lieu la semaine prochaine, mais qui peut avoir lieu aussi dans un mois. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le temps médiatique qui fait qu'on veut que ça aille vite, et qu'à chaque fois on regarde sur une carte de géographie et on plante des petits drapeaux, et puis le temps militaire, où en réalité, même si nous on pense que bon, ça tarde un peu, l'arrivée des troupes africaines, etc. Par exemple, les Français vous disent que jamais dans l'histoire, l'armée française a réussi à se déployer aussi rapidement en une semaine. Donc on va voir, mais la montée doit se faire de façon prudente parce que, encore une fois, le risque, c'est d'avancer et de laisser sur les lignes arrières des islamistes cachés qui, le moment venu, peuvent organiser des attentats ou essayer de réorganiser la population contre eux. Dernière question, Gérard. Les militaires que vous avez rencontrés craignent-ils l'enlisement ? On pense évidemment à l'Afghanistan et c'est une partie du titre de notre émission ce soir. Ce sera ma dernière question. Oui, c'est vrai que finalement, il n'y a pas de solution militaire au problème et on est un peu dans le cas afghan, c'est-à-dire qu'en réalité, la seule solution, elle est politique. Alors le militaire peut peut-être aider, ça dépend comment on le joue d'une certaine façon, mais c'est vrai que le problème du nord du Mali, il est à Bamako. Il n'est ni à Tombouctou, ni à Gao, ni à Kidal. Le vrai problème, il est à Bamako, c'est que l'État malien s'est effondré. Il n'y a pas que l'armée malienne qui s'est effondrée. L'État malien s'est effondré. C'est un pays quand même où la présidence de la République a été occupée par une foule il y a quelques mois et le président de la République a été giflé. C'est un pays où un putschiste, un militaire putschiste, a obligé un Premier ministre à démissionner il y a quelques semaines. Donc tant qu'on n'aura pas réglé le problème politique de Bamako, on ne pourra pas régler le problème du Nord. Merci beaucoup Gérard Griesbeck, donc accueilli en libérateur. C'est assez rare pour les journalistes avec nos militaires aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'un des envoyés spéciaux de France 2 au Mali et qu'on vous retrouve bien entendu dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission. Frédéric Pons, le ministre de la Défense, se fixe maintenant comme objectif, il l'a annoncé hier, la reconquête totale du Mali. Ce n'est pas exactement ce qui était annoncé au départ. Non, franchement, je crois que c'est maladroit d'annoncer cela aujourd'hui. La reconquête du Mali donne l'impression qu'on veut aller très vite jusqu'à Bamako, Gao, jusqu'à Tombouctou-Gao et jusqu'à Kidal, de façon militaire. Ça n'est pas la priorité. La priorité était de casser et de repousser les troupes islamistes. Elles se sont dispersées dans la nature. Mais aujourd'hui, la phase qui commence est un peu moins militaire. Elle consiste à aider les armées africaines qui viennent en renfort au Mali à se déployer. Elle consiste à aider l'armée malienne à se reconstituer. Et puis il y a une phase très politique que soulignait Griesbeck, c'est qu'il faut aujourd'hui se tourner vers Bamako, vers les responsabilités des Maliens de Bamako qui ont mis ce pays dans cette situation. Et donc la France est là aujourd'hui pour sécuriser cette fameuse ligne sur Mopti, mais en mesure de reconstituer l'État, de permettre aux armées africaines d'aider l'armée malienne pour aller progressivement à la reconquête du Nord. Mais il ne faut pas que ce soit l'armée française qui le fasse. Alors, Marc Trévidic, pour le juge antiterroriste, où est le plus grand danger ? L'intervention ou le laisser-faire ?
Je pense qu'on ne combat pas le terrorisme en ne faisant rien. Ça serait très facile. On serait tous assis là, on ne fait rien, et puis on laisse se développer des phénomènes. Moi, c'est vrai, comme tout le monde, hein, j'ai quand même dans l'image le régime taliban. Les talibans prennent le pouvoir en 1996. Ils s'allient avec Al-Qaïda, ils font des camps d'entraînement. Ils commencent à faire des gros attentats en 1998, Dar es Salaam, enfin, des gros attentats, 200 morts dans la population, d'ailleurs beaucoup plus que des Américains. Après, on s'en prend carrément à l'armée américaine avec l'USS Cole, et puis on fait le World Trade Center. Et tout ça au vu au-dessus de tout le monde, avec des gens qui partaient s'entraîner, on sait très bien qu'ils y allaient, sans qu'on ne fasse rien. Et quand ils sont devenus très puissants, ils ont exporté leur djihad de façon éminemment, j'allais dire, catastrophique pour les États-Unis. Donc, le Mali, ça m'a fait penser un peu à ça quand même. Parce qu'un groupe djihadiste est puissant quand il a un territoire, une terre d'islam à défendre, et qui peut dire « venez nous aider à défendre cette terre d'islam qui est attaquée ». S'il n'a pas de terre, il ne vaut rien. Comme Al-Qaïda aujourd'hui, en zone pakistano-afghane, ne vaut plus rien parce qu'ils n'ont plus de terre. L'AQMI en a une, elle voulait en avoir une encore plus grande, elle ne se serait pas arrêtée au Mali, évidemment, le Niger aussi aurait été atteint, enfin, on sait très bien qu'il n'y a pas un pays simplement qui était concerné, que c'était beaucoup plus grand et que le croissant, on allait l'avoir jusqu'au Sénégal. Donc voilà, pour moi, mais je ne suis pas un va-t-en-guerre d'un autre côté, si vous voulez. Je sais simplement que quand un groupe terroriste qui ne nous aime pas est puissant chez lui, c'est là qu'il a la force d'exporter son djihad sur notre territoire. C'est ce qui s'est passé en 1995. Le djihad était très puissant. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on jouait. Je ne vais pas rentrer dans les histoires algériennes, mais c'est parce qu'ils étaient puissants qu'ils ont pu frapper la France. Aujourd'hui, ils ne sont pas suffisamment puissants pour faire des gros attentats chez nous. On l'a montré ces dernières années. Alors, on va ouvrir en quelque sorte le débat après ce premier tour de table. Les dernières informations que nous donnait Gérard Grisbeck il y a quelques instants. Une des questions est donc de savoir si le Mali peut être pour la France, d'une façon ou d'une autre, un nouvel Afghanistan. Même si cette comparaison est excessive, la notion d'enlisement est quand même extrêmement importante. Quand même, juste une chose, on vient d'entendre, on va dire, les réactions, Frédéric Pons, de l'arrivée de nos militaires dans Diabali. Est-ce que sur le plan militaire, c'est un vrai succès ? Oui, ce déploiement extrêmement rapide, dans de bonnes conditions, est un succès. Le fait que l'armée française, par ses avions et ses hélicoptères d'abord, ait pu stopper l'avancée des islamistes, faire beaucoup de dégâts dans leur dispositif militaire, y compris dans la profondeur, en frappant des dépôts d'armes, de munitions, de carburant. Tout ça à moindre coût. Nous déplorons la mort d'un lieutenant, le lieutenant Damien Boiteux, pilote d'hélicoptère. C'est finalement peu de choses. Le plus dur peut-être a été fait dans cette première phase, en sachant, et Gérard Grisbeck le rappelait bien, que les adversaires sont toujours là. Ils ont pris des coups, mais ils sont là, ils sont dispersés dans la population. Donc il faudra faire attention à ce scénario à l'Afghane avec des attentats sur la population. J'ai vu que Marc Trévidic réagissait quand Gérard Grisbeck faisait cette description des types qui peuvent se fondre dans la population. Mais on parle souvent des risques d'attentats en France. Oui. Mais avant tout, on l'a vu en Irak. C'est d'abord la population locale qui a à craindre. Les marchés chiites, avec ceux qui se faisaient sauter en Irak, c'est ça, c'est des gens qui ont été atteints. Moi, très franchement, le problème que va avoir le Mali maintenant, c'est effectivement ces gens infiltrés qui sont rasés la barbe, concrètement, et qui vont essayer qui risquent de faire des attentats dans la population civile malienne. Pardon, Yves Calvi, un autre risque, alors là, majeur pour le Mali, les Maliens, et pour l'armée française, c'est d'assister dans les jours qui viennent, mais ça a déjà commencé, à des exactions. Un certain nombre de Maliens sont animés par une volonté de vengeance contre ceux du Nord, contre les islamistes qui les ont occupés, qui ont commis tous ces actes horribles dont nous parlions tout à l'heure. Et on assiste déjà à des règlements de compte. Et le grand danger, en tout cas pour l'armée française, c'est de se trouver l'arme au pied à proximité de zones où se dérouleront des exactions, sinon des massacres. Et pour beaucoup de militaires français, ça évoque le Rwanda. Si je peux y insister, la France a beaucoup insisté au moment où la résolution des Nations Unies a été adoptée au mois de décembre pour que la réconciliation nationale soit un objectif, que l'on travaille à la concorde nationale, qu'en particulier il n'y ait pas une revanche, par exemple, contre les Touaregs. Il faut distinguer des groupes armés, parfois qui viennent
de population touareg, mais qui se sont alliés au groupe islamiste terroriste, de la population elle-même, population malienne. Et il y a un mandat qui est très clair, dont les autorités maliennes doivent aussi rendre compte, y compris l'armée malienne, qui est de respecter les droits de l'homme, qui est de saisir la Cour pénale internationale s'il y a des exactions qui sont commises, et qui est Désir, ce sont des mots. Pardon, non, Frédéric. François Hollande et Laurent Fabius ont dit des choses catastrophiques en parlant de terroristes pour toutes les populations du Nord. Tout à l'heure, vous avez voulu aussi mettre en cause ça a été dit à plusieurs sur reprises. la reconstitution de l'intégrité du territoire. Le ministre de la Défense a eu la transparence, l'honnêteté de dire, comme le Premier ministre, lorsqu'il a consulté le Parlement, il y a eu un débat au Parlement, lorsqu'il a consulté les responsables des groupes parlementaires, de ce point de vue, la Constitution a été totalement respectée. Je veux le dire à Noël Mamère, le Parlement a été saisi, il y aura un vote si l'opération doit durer plus de 4 mois, de dire que l'objectif, c'est bien que l'ensemble de l'intégrité territoriale du Mali puisse revenir dans les autorités légitimes et demain, qui doivent redevenir démocratiques, de Bamako. Sinon, ce que dit le juge Trévidic se produira, c'est-à-dire que vous aurez quand même un État terroriste qui se constituera sur les 2/3 du territoire malien. On reprend le fil de la construction de cette émission. Gérard Longuet voulait réagir à la question militaire et ensuite j'ai une question à poser à Thierry Dramé, puis à Noël Mamère. Oui, sur la question militaire, je voulais simplement signaler que l'armée française est une armée parfaitement opérationnelle, bien préparée, bien entraînée. Et ce que nous avons fait, pourquoi sommes-nous seuls? Parce que sans doute en Europe, à part la Grande-Bretagne, mais qui est engagée sur d'autres terrains, nous sommes le seul pays à pouvoir le faire. Et dès lors que les États-Unis ne souhaitent pas intervenir pour d'autres raisons que l'on peut comprendre, nous sommes les seuls à pouvoir le faire. C'est tout. Et c'est un élément qu'il faut maîtriser dans le débat international. Parce que lorsqu'on est le seul à pouvoir le faire, on est peut-être le seul à devoir le faire. Et la position du président Hollande n'est pas si facile. Quand vous êtes danois, vous n'avez pas les mêmes moyens et donc vous n'avez pas les mêmes responsabilités. Quand vous êtes français, vous avez les moyens, donc vous avez la responsabilité. Et c'est lourd à porter. Oui. Il n'y avait que la France et que le président de la République française qui pouvait prendre la décision de je réagir aussi rapidement pour faire barrage à cette offensive. D'où la responsabilité particulière de la France. Et je voudrais dire à Noël Mamère que les institutions de la Ve République ont fait le choix de donner au président une responsabilité toute particulière. Il est le chef des armées. Il est dans la nature de sa fonction telle que la Constitution l'a mis en place. Alors, ce n'est pas le cas. Ça n'échappe pas à Noël Mamère, je vous rassure. Mais simplement, il le conteste. Je demandais la réforme de la Constitution parce que nous ne sommes pas dans un régime présidentiel, mais dans un régime parlementaire. À l'image de ce qui se passe en Allemagne ou en Grande-Bretagne, il n'y a aucune projection des forces militaires sur un théâtre extérieur sans consultation préalable du Parlement. Justement, Thierry Dramé, c'est la première fois, excusez-moi, c'est la première fois depuis l'indépendance que des soldats français interviennent au Mali. Est-ce que vous comprenez qu'en France, certains craignent une dérive néocolonialiste ou qu'au minimum, on se pose des questions? Très précisément, le 20 janvier 1961, le dernier soldat français est parti du territoire malien. Ça marque la fondation, la création de l'armée nationale du Mali. Mais ce dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est pas une action néocoloniale. Je vous dis, chers messieurs, c'est la liberté qui est en cause au Mali. Et quand la liberté est en cause, je ne vois pas comment et pourquoi on peut parler de néocolonialisme ou même de France-Afrique. Quand la liberté était en cause en Europe, dans les années 40, entre 1939 et 1945, vous croyez que ceux qui sont venus au secours de la France et de l'Europe pour aider à libérer votre peuple et vos peuples, on leur a dit non, ils avaient des volontés hégémoniques ou impérialistes, ils sont venus au nom de la liberté. Pendant cette période-là également, il y avait beaucoup d'Africains, justement. Je ne voulais pas le dire pour ne pas paraître faire un plaidoyer pro domo. Les représentants des peuples coloniaux ont été aux côtés du peuple français pour la liberté, contre le fascisme, pour la liberté de la France, pour la liberté de l'Europe. Ce n'est même pas une question de dette. Je dis c'est une question de responsabilité de la France. Qui pouvait le faire aujourd'hui? Les djihadistes, les terroristes étaient en train de prendre la principale base militaire du Mali, au centre du pays, à Sévaré. Une fois Sévaré pris. Qui peut aider l'État malien à se reconstruire? Je répondrai à cette question tout à l'heure. Je pense que le ministre Longuet également a posé cette question. Oui. Je voudrais simplement dire une chose, notamment à l'attention du député Noël Mamère, l'honorable. Le peuple malien,
Ils sont très nombreux à Bamako et au Mali à vous suivre aujourd'hui. Des Maliens ici en France et en Europe à suivre. Votre voix compte. Vous avez défendu des causes justes dans ce pays et en Afrique. Ne donnez pas l'impression aux Africains qu'au Mali, vous défendez une cause non juste. Parce qu'il s'agit de la liberté du Mali, il s'agit de l'indépendance du Mali. Alors, l'intégrité du territoire fait partie du mandat dans la résolution 2085. Je crois que la France est encore une fois dans son rôle de rétablir l'intégrité du territoire malien, de contribuer à la réunification du pays coupé en deux. Vous répondez à Thierry Dramé qui vous interpelle, on pourrait dire même Dramé. affectivement. Oui, tout à fait, J'ai lu votre blog aujourd'hui et vous dites, d'une façon ou d'une autre, ce qui est en train de se passer ne nous sort pas de la France-Afrique. Pardonnez-moi, je vous cite de mémoire. Oui, parce que quand M. Dramé... C'est quoi la France-Afrique? Attendez, on peut, si je peux essayer de dire... Pour l'instant, on n'est pas dans les gros sous. Avant que vous nous interpelliez voilà, sur la France-Afrique. on est dans les valeurs quand même. Je pourrais vous répondre très facilement sur ce qu'est la France-Afrique. M. Dramé nous dit, depuis 1961, il n'y a plus un militaire français au Mali. Mais moi, je regarde l'Afrique et pas simplement le Mali. Et je constate qu'il y a des bases militaires au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Togo. D'ailleurs, les premiers militaires français qui sont arrivés venaient du Togo. Je constate qu'il y en a en Somalie, qu'il y en a à Djibouti. Et que donc la présence militaire française en Afrique est toujours très grande. Et je fais partie de ceux qui considèrent qu'à terme, si nous voulons changer notre politique africaine, et si la gauche veut avoir une politique africaine différente de ce qu'elle a pratiqué avec la droite depuis les indépendances des pays africains francophones depuis 50 ans, où nous sommes intervenus pas moins de 50 fois militairement sur le territoire. D'ailleurs, il y a encore quelques mois de cela, quand le président Bozizé a été menacé par les rebelles, la France, comme seule réponse, a trouvé le moyen de doubler les effectifs militaires en Centrafrique. Alors moi, ce que je considère, c'est que... Moi, j'entends très bien ce que vous dites, Monsieur Dramé, je le partage. Je comprends parfaitement le soulagement des populations du peuple malien. Vous soutenez l'action de l'armée française au Mali? Non, je prends acte de l'action militaire française au Mali parce que, contrairement à ce que vous dites, il faut que vous soyez, vous aussi, transparent. Il faut que vous nous disiez, et que vous disiez à ceux qui nous écoutent ce soir, que les djihadistes dont vous parlez, ils ne sont pas là depuis la veille du 11 janvier. Ils sont là depuis 2003. C'était les gens du GIA qui sont partis de l'Algérie. Et puis après, il y a eu l'intervention française en Libye, sous mandat de l'ONU, comme d'ailleurs aujourd'hui au Mali, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Permettez-moi de terminer. Qu'est-ce que ça change? Très bonne question. Ben, ça change quoi? Ça change que, par exemple, quand Frédéric Pons nous dit qu'il faudrait quand même qu'on définisse les buts de guerre, l'Organisation des Nations Unies n'a pas donné mission à la France de reconquérir le Nord Mali. Elle lui a donné pour mission à l'ensemble de la elle lui a communauté donné pour elle lui a donné pour mission dans le cadre elle lui a donné mission excuse-moi elle lui a donné mission dans le cadre de la MISMA de soutenir des armées africaines. Et maintenant, regardons quelles sont les armées africaines. C'est pour ça que c'est le contraire de la France-Afrique. Je ne t'ai pas interrompu. Non, mais sur la France-Afrique, excuse-moi. Là, c'est l'inverse. On est avec les Africains à l'appel des autorités du Mali, avec la CEDEAO, l'Union africaine, pour aider le Mali à reconstruire sa liberté. Pourquoi tu ne veux pas reconnaître que la France a aussi des intérêts économiques et stratégiques dans cette région du monde? Mais personne ne conteste. Pardonnez-moi, Noël Mamère, la seule chose qu'on puisse vous opposer pour l'instant, c'est que ce sont les Maliens qui nous appellent. Mais je sais que ce sont les Maliens. Attendez, les Maliens, d'abord, c'est le... Bien sûr que ce sont les Maliens qui nous ont appelés. C'est un président qui s'appelle le président Traoré, que le capitaine ou le sergent Sonogo qui a mené cette mutinerie qui s'est transformée en putsch, lequel Sonogo qui a été formé par les États-Unis. Pourquoi vous ne dites pas que 1600 officiers maliens formés par les États-Unis, qui considéraient que le Mali était la barrière contre le djihadisme, sont partis avec armes et bagages dans le Nord Mali? Pourquoi vous ne dites pas que Sonogo et son armée et ses caporaux s'apprêtaient à déposer votre président par intérim 3 jours après le début de l'intervention française? La question qu'on doit se poser aujourd'hui... J'ai toujours pas compris ce que ça change. Exactement. Si, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce que la France a sauvé le président du Mali ou est-ce qu'elle a sauvé le peuple malien? Très bien. Alors, Thierry Dramé répond et je crois que Frédéric Pons a un avis sur la question. La question est politique, elle n'est plus militaire. Monsieur Mamère, je suis sûr et certain que vous savez que le président actuel du Mali
est le président que la constitution du Mali a mis en place. D'accord, oui. Enfin, dans le cadre du retour, c'est le président de l'Assemblée nationale. Vous dirigez un parti qui s'appelle le Parena. Tout à fait. Bien, vous étiez contre le putsch. Bien sûr. Bien, alors vous pouvez pas nous dire qu'aujourd'hui le président... Alors, est-ce que vous allez nous reprocher Vous ne pouvez pas nous dire qu'aujourd'hui le président qui est né d'un putsch est un président que vous appréciez. Non, il n'est pas né d'un putsch, vous ne comprenez pas. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire, quand il y a eu le coup d'État, les forces démocratiques au Mali se sont érigées contre le coup d'État, ont exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Et dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, assure l'intérim. Donc, le président Traoré n'est pas le président du coup d'État, au contraire. C'est la réponse, la solution à la situation. Mais bien entendu, toute la situation du pays. Mais attendez, je n'ai pas attendez. Je me permets de vous dire qu'on ne fera pas une émission sur la situation politique intérieure du Mali. S'il vous plaît, mais il a dit d'autres choses, à mon avis. Il nous a demandé d'être transparent. Que AQMI n'est pas venu la veille. Je vous invite à lire une tribune que j'ai publiée dans Jeune Afrique aujourd'hui, Jeune Afrique qui est sortie aujourd'hui, où je pose des questions aux forces démocratiques du Mali. Où étions-nous quand AQMI s'est installé dans le Timétrine? Qu'avons-nous fait quand le narcotrafic prenait en otage l'État? Rien. Cela veut dire, comment non? Comment rien? Quand savez-vous? Cela veut dire quoi? Vous nous demandez d'être transparent. Nous disons, nous n'avons pas attendu votre interpellation pour être transparent, pour poser les vraies questions qui sont à l'origine de la tragédie que notre peuple vit. Deux questions. N'est-ce pas? Deux questions. Harlem Désir, pardonnez-moi, Noël Mamère, intervenir au Mali alors qu'on se retire d'Afghanistan, je suis sûr qu'il y a un certain nombre de Français qui doivent se poser la question de savoir où est la cohérence quand il s'agit de combattre le terrorisme. En Afghanistan, il y avait un objectif qui a été fixé par la communauté internationale après les attentats de 2001, qui était de chasser Al-Qaïda, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ce régime taliban qui les abritait. Et nous avons, c'était une décision prise à l'époque par le président de la République Jacques Chirac et le Premier ministre Lionel Jospin, répondu à cette nécessité de solidarité avec un allié, les États-Unis, qui avait été victime des attentats du 11 septembre, et de mettre fin à l'existence d'un État terroriste. Ensuite, il y a un débat international pour savoir à quel moment il faut quitter l'Afghanistan. Au fond, pendant la campagne présidentielle, à un certain moment, les deux candidats principaux, Nicolas Sarkozy comme François Hollande, ont dit qu'il faut quitter l'Afghanistan. Il y a eu un désaccord sur la date. Nous avons estimé que la mission étant accomplie, n'avions pas vocation à rester indéfiniment en Afghanistan. Mais au fond, Nicolas Sarkozy a dit 2014, nous avons dit 2013. Et je crois que progressivement, c'est la position que vont adopter tous les États européens et les États-Unis. Le Mali, pardon, excusez-moi, là nous répondons à une situation d'urgence. Il y avait la nécessité, c'est ce qui vient d'être rappelé par M. Dramé, mais par toutes les forces démocratiques du Mali, et croyez-moi, par tous les Maliens, qu'ils habitent au nord ou au sud du pays d'ailleurs, et qui sont victimes dans les zones occupées de ces groupes terroristes, de venir en aide à un peuple soutenu par tous les pays africains, avec l'appui de 11 forces militaires de 11 pays africains que nous allons aider, de l'armée malienne qu'il faut reconstruire, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas tenu jusqu'à présent. Et moi, je voudrais simplement souligner, c'est vrai que la solution de fond, elle sera aussi une solution politique. Comme dans tout conflit, l'issue, elle sera de permettre la viabilité politique et le développement économique du Mali. Et dès maintenant, il faut y travailler. Dès maintenant, il faut permettre que la transition démocratique qui a été interrompue par le coup d'État au Mali donne la possibilité de réinstaurer un régime démocratique pluraliste. Il faut préparer déjà la future organisation d'élections qui, évidemment, supposeront que la guerre contre ces groupes armés ait été gagnée. Mais ça doit bien être d'ores et déjà une affirmation de toutes les nations qui participent à la libération du Mali. On doit absolument poser une série de questions sur l'isolement ou non, diplomatique ou militaire, ça peut être l'un, l'autre ou les deux, de la France. Vous l'avez contesté en début d'émission, mais... Oui, parce que nous avons le soutien unanime du Conseil de sécurité. C'est pas si facile, on le voit sur d'autres dossiers, sauf compris la Chine et la Russie. Des 27 pays de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont des militaires français qui, avec des militaires maliens, ont libéré la ville où nous étions il y a quelques instants avec Gérard Riesbeck, et nous sommes seuls sur le terrain. Sur le terrain, nous étions prêts, mais nous ne sommes déjà plus tout à fait seuls, car je peux vous dire qu'il y a déjà on envoie des infirmières. Donc non, je ne crois pas. Il y a aujourd'hui déjà des centaines de soldats qui sont arrivés de plusieurs pays d'Afrique. Il y a déjà plusieurs pays européens qui amènent avec leurs moyens logistiques ces soldats africains sur le théâtre des opérations. Non, et vous allez voir qu'il y aura bientôt plus de 5000 soldats africains qui seront sur place, venant du Tchad, venant du Togo, venant du Sénégal, etc. Tout le monde le souhaite. Qui vont prendre le relais aux
aux côtés de l'armée malienne, qui elle-même va être l'objet d'une mission de formation qui est financée et qui est accompagnée par l'Union européenne. Il y a des soldats européens, il y aura à terme plus de 400 soldats allemands, italiens, belges, etc., anglais, qui vont former l'armée malienne. Comme toujours, c'est une question quand même de délai et de temps, mais Oui, pardonnez-moi. heureusement que nous, on était là et que François Hollande a pris une décision rapide et courageuse. Marc Trévidic, les autres pays européens devraient-ils se sentir concernés, en tout cas plus concernés, tout simplement par ce terrorisme qui se développe actuellement au Sahel? Bien sûr qu'ils devraient se sentir concernés. D'ailleurs, Belmokhtar leur a rappelé que le djihad était international, ce n'est pas qu'une affaire de Mali. Et que lui, les stratégies d'Ansardine ou de Moudjahou, des groupes plus maliens, ce n'était pas son problème. Lui, c'est quand même AQMI, donc c'est Al-Qaïda, le djihad est international, qu'on soit japonais, américain, français, anglais. Il nous l'a rappelé de façon très claire. D'ailleurs, sa stratégie, du coup, n'est pas la même que celle des groupes maliens. Et d'ailleurs, quand on parlait de discuter la voie diplomatique avec qui, ce sont des groupes qui s'allient, qui font des alliances de circonstances, qui ne se ressemblent pas, qui ont la même idéologie de fond. Et vous discutez avec qui? Avec Abou Zaïd qui peut pas piffer Belmokhtar, qui ne peut pas piffer Tourkdal, qui de toute façon avait prêté serment à Ben Laden qui est mort, avec une population malienne, mais dans les groupes, il y a des Nigériens, il y a des Nigérians, il y a des Sénégalais, etc. C'est un souk total. C'est ça la réalité. La seule vérité là-dedans, c'est que chacun joue sa carte, son petit potentat, son petit émirat local, essaye de prendre de l'importance sur les autres. Donc on n'a personne avec qui négocier. Je ne vois pas tellement, je ne conçois pas tout à fait. Voilà. Et tous les pays sont concernés, et ceux qui ne l'ont pas compris, ils font la même erreur que des pays ont fait dans le temps, que la Grande-Bretagne a fait en pensant que le djihad, ça ne la concernait pas. Et que peut-être d'autres pays feront. Bon, les Japonais, de prime abord, ils ne sont pas concernés par le Sahel. Voilà, ils ont des morts parmi les otages. Pardonnez-moi, je vous donne la parole dans un instant. Je voudrais juste que Frédéric Pons me dise pourquoi, d'après lui, la Grande-Bretagne n'est pas solidaire de la France, comme elle le fut en Libye. Le Premier ministre britannique a expliqué aujourd'hui même que la lutte contre le terrorisme devait redevenir une priorité du G8. Donc, non, mais et est-ce que nous sommes isolés, oui ou non? Non, on n'est pas isolé, on est un peu seul aujourd'hui, on est en avant du dispositif. Un certain nombre de pays offrent des moyens matériels. La Grande-Bretagne, les États-Unis, qui les louent d'ailleurs à la France, il va falloir payer, le Canada et d'autres. Mais à la limite, pourquoi pas être seul? Faut-il vraiment avoir des éléments européens, danois, norvégiens, roumains et autres, quelque part dans le pays malien? Quelle est leur expertise? Expertise militaire, expertise en situation de maintien de la paix, de crise, etc. Ces gens-là ne parlent pas français. Imaginons la complexité qu'il y aurait aujourd'hui à injecter des bataillons ou des compagnies danoises, roumaines et autres dans la complexité du Mali. Il y a des façons d'aider. Franchement, non. Alors, ils peuvent aider. On peut dire qu'on est présent et on peut notamment tout simplement payer, contribuer. Ils peuvent aider en fournissant de la logistique, en fournissant des moyens sur l'arrière. Mais pour tout ce qui est intervention militaire de premier rang sur le front, je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui se concentrer sur les forces françaises et les forces maliennes. Je ne comprends pas. Chaque fois que j'entends en France les gens dire la France est seule, la solitude de la France est isolée, je ne comprends pas. La France agit en fonction d'un mandat international, dans le cadre de la résolution 2085. L'Union européenne est d'accord, l'Union africaine est d'accord, la communauté sous-régionale qu'est la CEDEAO, qui est en première ligne depuis mars 2012, a demandé à la France d'intervenir. Mais tous les Africains sont avec la France. Mieux, dans une semaine, le 29 janvier, à Addis Abeba, aura lieu une réunion des donateurs pour soutenir la mission qui va être déployée. En fonction de l'importance des sommes qui auront été mobilisées, on pourra dire que la France est seule ou elle n'est pas seule. Comme le journaliste vient de le dire tout à l'heure, il est évident que mieux vaut avoir sur le terrain, le théâtre des opérations, des troupes homogènes, bien organisées, où la coordination est totale, plutôt qu'une coalition hétéroclite de forces venant d'un peu partout, et le résultat pourrait être désastreux. Vous-même, vous avez salué les progrès. Vous êtes en train de nous dire que l'armée française était par définition la plus à même de mener ce combat.
et probablement la entendu. seule. C'est évident. Et Les c'est bien- coalitions c'est- hétéroclites les de coalitions- type ONU ont montré On leur montre- inanité. On mettra leurs limites. Gérard On montre leurs Longuet, limites. Gérard Longuet voulait intervenir. Alors, juste une remarque sur une réflexion d'expérience. En Côte d'Ivoire, l'ONUCI avait 11 000 hommes. Et l'affaire s'est dénouée pour installer le président élu, le président Ouattara, dans ses responsabilités, avec les troupes de Licorne, moins de 1000 hommes, et ne sont intervenus, que moins de 500 hommes. Et il y avait 11 000 hommes d'ONUCI, de différents contingents, depuis les îles Tonga jusqu'en effet aux Roumains, en passant par des Lettons. Ça n'a simplement pas de sens. La guerre, c'est quelque chose de sérieux. On peut, sur le plan politique, avoir des coalitions, des résolutions de l'ONU, et il faut les avoir. On doit avoir le soutien de la CEDEAO. Mais je suis complètement d'avis de notre ami malien. Dans l'opérationnel, il faut un responsable. Ce responsable, c'est la France. Qu'ensuite, nous nous tournions vers nos partenaires habituels. Je pense par exemple à la BFA. La BFA, c'est la brigade franco-allemande. On pourrait demander aux Allemands, si le Parlement allemand l'accepte, d'engager ces troupes. Mais pourquoi se compliquer la vie alors que nous les avons le soutien politique et les moyens humains? Dernière remarque, en Afghanistan, il n'y a aucune comparaison possible pour nous, Français. En Afghanistan, nous étions solidaires des États-Unis, dans les conditions qu'Harlem Désir a rappelées, mais nous n'étions pas principaux, ayons la modestie de le reconnaître. Le travail qui était fait en Capissa est remarquable, on n'était pas principaux. Ici, nous sommes principaux. La France peut-elle être principale? Je pense que oui. Pour Valérie Pécresse et pour Valérie Pécresse, si Nicolas Sarkozy était encore président, il aurait été beaucoup plus soutenu et la France serait moins isolée. Est-ce que vous pensez qu'elle a raison? Je ne pense que ce n'est pas le moment de faire ce genre de commentaires. Vous voulez me dire que vous ne commentez pas les commentaires? Je ne commente pas les commentaires. Parce que vous les trouvez inutiles? Enfin, franchement, ces Mais propos de c'est pas Mme le sujet. Pécresse et ceux de M. C'est pas le Wauquiez sujet. sont totalement irresponsables. Dans ce moment où nos troupes sont engagées, où je crois qu'il y a une unité nationale qui s'est exprimée, même s'il est normal qu'il y ait un débat et qu'il y ait des questions. À un moment ou à un autre, Et où on débattra au Parlement. ça n'est juste pas sérieux, alors que toute l'Union européenne nous soutient et que ce qui a été dit sur le plan opérationnel, je crois, c'est le bon sens. Nous sommes précurseurs, nous étions ceux qui étions en capacité d'intervenir les premiers aux côtés de l'armée malienne et que les Anglais, comme les autres, en réalité, sont en train d'arriver, d'amener des moyens logistiques. Et je voudrais juste rappeler à Mme Pécresse que, contrairement à ce qu'elle dit, il n'y avait pas une unanimité européenne quand Nicolas Sarkozy a déclenché l'intervention en Libye. Par exemple, les Allemands n'ont absolument pas soutenu, n'ont absolument pas pris part aux opérations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a un moment où la France doit être capable d'assumer ses responsabilités. C'est la décision qu'a pris avec courage le président de la République et il a entraîné l'adhésion de l'Union européenne qu'il avait préparée déjà depuis de nombreux mois, comme celle des Nations Unies. Pardon, avant de redonner la parole à Noël Mamère, puis à Thierry Billet-Dramé, juste une question à Frédéric Pons. Réponse courte si c'est possible, Frédéric. Combien de temps la France peut-elle tenir seule au front? La France est une grande puissance, elle a quand même les moyens de tenir un front de la nature de celui du Mali, du Nord Mali en ce moment. Pendant plusieurs semaines et plusieurs mois? Oui, je pense que oui. Pas de difficulté de ce côté-là, en sachant quand même, et les premiers retours le montrent bien, que l'usure des matériels de nos vieux véhicules de l'avant blindé, de nos vieux saguets, ces automitrailleuses avec canon, devient alarmante. Nous avons des matériels qui ont 40 ans. Certains ont fini leur vie en Afghanistan, certains là vont finir sur les pistes du Mali. C'est un vrai problème, on n'en parle pas parce que les militaires n'osent pas en parler, pas trop, parce qu'il y a une tradition de rusticité, de service du pays, mais nous menons en ce moment cette guerre dans des conditions matérielles... Avec du matériel dépassé ou du matériel vieillissant? Dépassé n'est pas le mot, vieillissant, vieilli, en partie obsolète. Si notre malheureux pilote d'hélicoptère est mort dans sa gazelle, c'est que sa gazelle, cet hélicoptère, n'était pas protégé. On savait depuis longtemps que la gazelle était une passoire pour les tirs venant du sol. Eh bien, les programmes de blindage, notamment du siège, n'avaient pas été mis en place et on a perdu un homme à cause de négligence, à cause d'impasses budgétaires des années passées. Dernière réaction sur la situation au Mali, pardonnez-moi. Exact, c'est parce que dans le programme de montée en puissance du Tigre, effectivement, nous avons une progression lente parce que c'est très coûteux. Allez expliquer ça aux militaires qui sont sur le terrain. Je suis Le temps file à une d'accord vitesse avec vous. prodigieuse. Trois choses. S'il vous plaît, Noël Mamère, ensuite une réaction de Thierry Billet-Dramé, et on part en Algérie où viennent se passer quand même des choses Alors, extrêmement trois choses importantes. rapidement. Pour réagir à ce que vient de dire Gérard Longuet, je crois qu'il n'est pas pertinent de comparer la situation au Mali et le rôle de la France dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous étions favorables, et j'ai voté
pour une interposition qui évite un nouveau Rwanda en Côte d'Ivoire, et je pense qu'il était sain qu'il y ait ces forces d'interposition qui ne sont pas intervenues de la même manière que nous intervenons au Mali. Je vous en remercie. Je suis d'accord avec Frédéric Pons, parce qu'aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est toujours la même, c'est celle des buts de guerre. Moi, je suis de ceux qui considèrent que la France doit s'arrêter là où elle a mis un coup d'arrêt à ces djihadistes qui s'apprêtaient à fondre sur Bamako, et qu'elle se donne les conditions, qu'elle se donne les moyens, avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, de la reconstruction de l'armée malienne, de la préparation d'une conférence nationale au Mali pour sortir de la crise qui est à la fois politique, territoriale, humanitaire et sécuritaire, et surtout organiser le plus vite possible. Et là, je ne partage pas tout à fait ce que disait le juge Trivédic, qui nous dit on ne peut pas négocier avec ces djihadistes parce qu'effectivement, les uns et les autres ont des intérêts divergents, mais quand on parle de lutte contre le terrorisme, on ne fait que les unir un peu plus, et ils sont capables de tout à fait dépasser leurs divergences. Donc ce que je dis, ce n'est pas avec les terroristes qu'il faut négocier, c'est organiser une conférence régionale avec les pays concernés, avec la Mauritanie, avec le Niger, avec le Burkina Faso, avec le Tchad et avec le Mali, et bien sûr avec l'Algérie qui joue un rôle très important depuis plusieurs décennies, comme nous le savons. Je veux dire, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on fait des gens à Tombouctou, par exemple, actuellement? Je veux dire, si on reste dans les positions qu'on a actuellement... Vous voulez dire ceux à qui on coupe les mains? Exact. Aujourd'hui, on leur coupe les mains. C'est une bonne question. Ce que je veux dire... Aujourd'hui, à Tombouctou... Non, mais pas à Tombouctou. Ni à Gao. À Gao, il y a des jeunes qui se sont révoltés contre les islamistes qui avaient tué un journaliste indépendant. L'occupation de... Et qui ont décidé, parce qu'il y avait la contre-offensive française, de prendre les devants et de résister. Il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que l'occupation de Tombouctou, de Gao et de Kidal, elle ne date pas d'avant-hier ni de la semaine dernière. Il a 3 mois. Oui, elle date de 2012. Non. Et comme nous le savons, ces troupes sont venues d'abord de l'Algérie, s'appelait le GIA, puis après le groupe pour la prédication et le combat, puis après AQMI, et puis il y a l'intervention en Libye qui a envoyé vers le désert tous ceux qui étaient, et en plus avec beaucoup d'armes, tous ceux qui soutenaient Kadhafi et qui ont occupé le Nord Mali. On a commencé le débat avec le mot engrenage. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et en vous écoutant, je pense à un engrenage à l'afghane. On vient pour arrêter, pour casser des terroristes, et on va se trouver... Je suis d'accord avec vous. Embarqué dans la reconstruction d'un État. Monsieur Dramé, écoutez ce que je vais dire, c'est important. On va se retrouver embarqué dans la reconstruction d'un État qui n'a pas su, en 50 ans, intégrer ces populations du Nord. Et qui vous a invité Pourquoi y arriverait-il maintenant? Moi, c'est mon grand souci. L'intégration des Touaregs aujourd'hui est-elle possible dans le cadre de l'État malien aujourd'hui? Parlons-en, je suis à l'aise pour en parler. Mais j'ai dit, qui vous a invité à reconstruire un État pour les Maliens à la place des Maliens? Personne. Ce dont il s'agit, c'est la liberté qui est en cause. Une fois que vous aurez, avec les armées africaines et l'armée du Mali, aidé le Mali à recouvrer son intégrité territoriale, c'est la responsabilité des Maliens d'engager un dialogue politique intermalien. Mais non, ce n'est pas un mot, c'est une réalité. Cher monsieur, il y a une vie démocratique, il y a eu une vie démocratique incontestable au Mali. Je suis désolé, si vous suivez les affaires du Mali, vous saurez qu'il y a eu une vie démocratique incontestable au Mali. Donc quand nous parlons de dialogue politique intermalien inclusif... Allez demander aux populations touareg la nature du dialogue, c'est important. Oui. Pour l'avenir du Mali, il faut associer toutes les populations. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que vous avez dit que la France devrait nous aider à avoir une conférence nationale. Nous avons besoin de la France pour libérer notre territoire. Nous sommes en mesure nous-mêmes d'organiser notre conférence nationale, notre dialogue politique inclusif avec les représentants de toutes les communautés du Mali, les représentants des Touaregs. Mais attention, les Touaregs ne sont pas seuls au nord du Mali. Bien sûr. Vous y avez les Arabes, vous y avez les Peuls, vous y avez les Songhoi, et vous avez les Tamashek noirs. Et bien entendu, y compris au sein des Touaregs, vous avez les différentes composantes tribales du groupe Touareg. Cela est important, il ne faut pas le perdre de vue. Parce que j'entends souvent, une petite seconde, j'entends souvent, en France en particulier, mais ça a même atteint l'ONU, parler de ségrégation contre les Touaregs, de marginalisation des Touaregs, de discrimination des Touaregs. Il n'y a pas au Mali de politique de discrimination, de ségrégation des Touaregs. La rébellion qui a éclaté en janvier 2012 a anéanti 20 années d'efforts pour l'intégration nationale des communautés du Nord.
notamment les Touaregs et les Arabes. Je vous ai laissé terminer cela, mais je ne souhaite pas qu'on se lance dans ce débat qui est trop compliqué, qui ne correspond pas, je dirais, à nos objectifs, non pas militaires, mais stratégiques dans cette émission ce soir. On passe du Mali à l'Algérie. Il n'a fallu que 6 jours, je le rappelle, pour que le conflit au Mali, en quelque sorte, s'exporte en Algérie. En tout cas, c'est la version que veulent nous donner les islamistes terroristes. Jeudi dernier, une trentaine de djihadistes attaquaient donc le gigantesque site gazier d'In Amenas. Marc Trévidic, vous qui les suivez, pour les djihadistes qui se vivent comme des martyrs, s'agit-il d'un succès ? Oui, je pense que oui. Nous, on a du mal à le comprendre. Mais vous pouvez peut-être nous l'expliquer. Oui, parce que moi, je me mets dans la tête des jeunes très radicalisés qu'on a sur notre territoire. C'est à nouveau l'image des courageux moudjahidines, comme quand ils luttaient contre les chars soviétiques avec leurs pauvres petites calaches. Et là, il y a une image de courage, de gens qui risquent leur vie. Voilà, le courageux moudjahidine. Et ça marche, ça veut dire venez nous rejoindre, regardez, nous on est capable de mourir en martyr et de mettre des coups très durs aux mécréants. Donc ça marche à fond, il ne faut pas se faire d'illusions. Si on raisonne en occidental, on se dit ils ont perdu, ils sont morts. C'est pas ça. Pour eux, c'est faire des recrues et prendre l'ascendant, être le groupe le plus important et venez nous voir, c'est nous les meilleurs. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Selon Paris Match, un porte-parole de Belmokhtar promet à la France des dizaines de Mohamed Merah et de Khaled Kelkal. Est-ce que vous prenez cette menace au sérieux ? On voit bien qu'il connaît très bien la France, évidemment. Oui, c'est à croire qu'il vous lit. Non, mais ils nous connaissent par cœur, on les connaît par cœur. Belmokhtar, il est dans la région depuis 92-93, dans le Sahel. Donc il connaît tout par cœur. Il était au GIA, il a été région de Taman Rasset, il a été au GSPC, après il est à ACMI, maintenant il a son propre groupe. Donc il connaît tout par cœur, il connaît la France. Et de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre ? Ils ne sont pas capables de faire des groupes structurés pour frapper la France. Alors ils en appellent aux vocations. Faites le djihad là où vous êtes, faites-leur des trucs parce que voilà, ils nous agressent. C'est tout, c'est simplement, par Internet, il dit aux jeunes, etc. Moi, je dis très clairement qu'il ne trouvera pas des dizaines de vocations en France de tueurs d'enfants. J'y crois pas. Le problème, c'est qu'il peut en trouver un ou deux. C'est tout le problème de ce qu'une démocratie peut admettre. Voilà. Et je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je dis qu'il ne faut pas non plus croire qu'on a partout en France des criminels fous dangereux capables de tirer dans la tête d'une petite fille. Mais il n'est pas impossible que dans cet appel au djihad individuel que lance Belmokhtar, comme El-Qaïda l'avait fait avant, ça marche pour un ou deux de temps en temps. Et ça, il faut aussi le prendre en considération. Pensez-vous, Noël Mamère, que l'assaut de l'armée algérienne, pour mettre fin à la prise d'otages, était une réponse adaptée, comme l'a dit François Hollande ? Si vous pouviez... Non, je pense que François Hollande est condamné à devenir un soutien du régime algérien dans cette affaire. Et c'est un des dégâts collatéraux importants. Il était déjà... Nous savons que le régime algérien est un régime de généraux corrompus, je l'ai dit tout à l'heure au début de cette émission, qui ne partagent pas les richesses, dont nous savons qu'il a joué un jeu très dangereux avec ceux qui aujourd'hui occupent le Nord Mali, c'est d'imposer le djihad, puisque ces régimes dictatoriaux ont toujours besoin d'un petit peu de terrorisme. Et que là, cette réponse qui a été apportée par une partie des militaires qui n'étaient pas d'accord avec le survol du territoire algérien par des avions français a été effectivement sanglante. Il n'y avait pas de possibilité de discuter avec ces gens. Je partage totalement l'avis du juge Trévidic. C'est-à-dire que ces gens qui se présentent comme des martyrs, qui n'avaient pas du tout de volonté de négocier, qui étaient là pour aller finalement à la mort, vont sans doute radicaliser encore, d'abord, lever un sentiment national en Algérie, sans doute contribuer aussi à l'unification de ces mouvements terroristes qui étaient hétéroclites jusqu'à maintenant, même s'il y a de la concurrence entre eux, et notamment dans le trafic de drogue et dans les trafics en tout genre dont on ne parle pas suffisamment. Mais en même temps, je pense que pour la France, ce n'est pas une bonne manière, parce qu'on ne peut pas d'un côté, si vous voulez, soutenir les printemps arabes, et de l'autre, se trouver finalement lié et l'obliger d'un régime qui, lui, ne veut pas du tout entendre parler du printemps, parce qu'il tient son peuple d'une main de fer et qu'il assassine et qu'il torture et qu'il tue. Harlem Désir, on se dit peut-être que ce n'est pas facile de critiquer les Algériens en ce moment. Est-ce que c'est tout simplement parce qu'on a trop besoin d'eux ? D'abord, je voudrais rappeler notamment que au Mali. l'Algérie a été victime
d'agression terroriste et a vécu une guerre civile pendant près de 10 ans qui lui a coûté près de 150 000 morts. Et que là, elle a été confrontée à l'agression de groupes qui ne veulent rien négocier, qui ont montré par la barbarie de leur comportement à l'égard des personnels de cette base, aussi bien les personnels algériens que les personnels expatriés. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages d'expatriés qui disent que les Algériens ont essayé de les cacher et qui disent aussi qu'elle a été vraiment la barbarie insupportable avec laquelle se sont comportés ces terroristes. Donc, bon, les autorités algériennes ont réagi de la façon dont elles pouvaient le faire pour empêcher que ces groupes emmènent tous les otages. Il y a quand même eu des otages qui ont été tués. Il y en a eu aussi qui ont été libérés. On est bien mal placé pour donner la leçon dans ce cas-là. Et moi, je me félicite que le président de la République soit allé à Alger il y a quelques semaines pour essayer de renouer une relation basée sur la vérité dans le regard sur l'histoire, mais aussi sur la coopération méditerranéenne. Et c'est vrai que le peuple algérien, c'est un peuple qui, lui aussi, comme tous les peuples du Maghreb, se bat depuis des années pour conquérir sa démocratie. Mais que nous, la France et l'Algérie, en tout cas, nous sommes ensemble aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a donné l'autorisation du survol, comme le Maghreb, comme d'autres pays de la région. Elle a fermé sa frontière. Elle ne fait preuve d'aucune complaisance par rapport à des groupes dont certains sont issus, c'est vrai, des groupes islamistes du GIA, du GSPC, qui se sont transformés en AQMI. Mais nous avons besoin de cette coopération. Et moi, je crois que c'est important que le président de la République fasse en sorte qu'entre la France et l'Algérie, il y ait une coopération dans la lutte pour la sécurité et contre le terrorisme. Je suis très choqué par le panégyrique que vient de nous faire Harlem Désir du régime algérien. Je dis que le peuple algérien se bat pour sa propre liberté, il nie quand même l'attitude mais que nous avons besoin de la coopération avec l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme. Des généraux algériens qui se sont servis de ces gens, qui les ont nourris, qui les ont alimentés, qui ont déstabilisé une partie du Sahel et qui se sont servis d'eux pour mieux tenir le peuple algérien en servitude. Donc moi je trouve que ce n'est pas bien de dire cela. Effectivement, François Hollande est aujourd'hui l'obligé d'un régime que nous condamnons, et son voyage en Algérie n'était pas simplement fait pour reconnaître la colonisation de notre pays en Algérie, mais aussi pour signer cet accord qui a permis effectivement le survol des avions français. Il était fait pour s'adresser à tout le peuple algérien. Oui, c'est le rôle du président de la République française. On verra si le peuple algérien suit les généraux dans cette affaire. Pour l'instant, on reste sur le complexe gazier, ce qui vient de s'y passer. Gérard Longuet, 37 otages sont morts. Pensez-vous qu'on pouvait l'éviter ? Et qu'il y a matière au minimum à questionner l'intervention algérienne ? Je veux dire, ma science n'est pas universelle, mais manifestement, on ne pouvait pas éviter des pertes nombreuses parce que, comme l'a dit Marc Trévidic, ce sont des preneurs d'otages qui vont au suicide, et qui l'intègrent dans leur démarche. Alors la mort des otages ou leur propre mort, apparemment, leur est parfaitement indifférente, comme l'était celle des pilotes qui se sont entraînés pour le World Trade Center et qui, avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de raison, beaucoup de modernité, beaucoup de technicité, ont quand même décidé de se tuer et de tuer d'autres personnes. Donc je crois que cette idée du martyr, cette idée du sacrifice, cette idée de la mort est une idée qui nous est totalement étrangère. Alors, les mots de François Hollande, je ne les jugerai pas. Je dirais simplement que nous sommes dans une autre logique qui est totalement extérieure à des logiques de négociation telles que nous avons pu les connaître dans les prises d'otages en France, lorsqu'il y en a eu il y a quelques années. Ou lorsqu'on en constate, lorsqu'un fou, ou lorsqu'un délinquant, un gangster, là, nous sommes des gens qui sont sur une logique du sacrifice, et qui acceptent, qui ont, je pense, la conviction profonde que la vie sera plus belle après, et qui, par conséquent, sont totalement étrangers à nos raisonnements. Est-ce que ça veut dire que vous comprenez, on va dire, le fonctionnement stratégique des forces algériennes pour qui la destruction du terroriste est plus importante que la vie de l'otage? C'est en tous les cas le sentiment que donne cette intervention, absolument. Thierry Dramé, est-ce que vous pensez qu'on peut négocier avec des groupes terroristes comme celui de Mokhtar Belmokhtar? Pas du tout. Je pense que ce sont des groupes qui ont une vocation contraire à la démocratie et à la liberté. Ce sont des ennemis de la liberté et de la démocratie. Ils ont une idéologie qui est une idéologie de destruction, de violence. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'à leur opposer ce qui se doit, à savoir
trouver les moyens de les neutraliser. Pardonnez-moi, je vous interromps juste une seconde parce que vous dites on ne peut pas négocier. En réalité, dans ces actions terroristes, certaines ont vocation, je le pense profondément, à frapper l'opinion internationale, et c'est très clairement l'affaire d'In Amenas. De l'autre côté, vous avez les mêmes terroristes qui négocient et qui vendent leurs otages, qui les mettent sur le marché. Et ça négocie. Il y a des pays qui ont négocié, d'autres qui ne négocient pas. Et donc, voilà des gens qui savent à la fois aller au sacrifice, vendre et acheter des armes, vendre et acheter de la drogue, vendre et acheter des otages. C'est assez difficile à comprendre. Monsieur le ministre, vous savez bien où ça conduit le monde libre, les démocraties, les marchandages, sur les rançons, après les prises d'otages. Je suis complètement d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui a renforcé les groupes? Qu'est-ce qui a renforcé les groupes? C'est le trafic des otages, bien sûr. Justement, qu'est-ce qui a renforcé ces groupes aujourd'hui au nord du Mali? Qu'est-ce qui les a renforcés? Je suis tout à fait d'accord. Ce sont les marchandages autour de la rançon. La question implicitement ou explicitement posée par Yves Calvi est la suivante. Un gouvernement doit-il sauver des vies et à quel prix? Le gouvernement algérien a très clairement répondu. En payant des millions d'euros. Le gouvernement français a souvent hésité. Les gouvernements successifs ont souvent hésité. En payant des millions d'euros à des groupes qui utilisent ces sommes pour asservir d'autres peuples. C'était Hissène Habré au Tchad pour Madame Françoise. Marc Trévidy, puisqu'on a abordé cette question, je vous la pose. Les pays occidentaux ont beaucoup payé ces dernières années pour libérer des otages. Ce matin, sur France Culture, vous parliez de 150 millions d'euros. Vous abordez cette question dans votre livre. Est-ce que vous dites il faut arrêter les frais? C'est vrai, ça a commencé en 2003 avec 32 otages allemands. Il y a à peu près des otages français, il y a des otages espagnols, des otages anglais, des otages canadiens, des otages... Est-ce qu'il y a des pays qui ont des attitudes très différentes en typologie? Non, au début, tout le monde a payé. Voilà, je pense que pendant les premières années... Vous avez même fait une division, vous estimez à 5 millions d'euros le prix de l'otage. Alors, effectivement, il y a sûrement eu des prix de gros. Je ne peux pas donner ça comme ça. Je reconnais que c'est un peu facile. Ça fait comprendre les choses. Mais si vous voulez, il y a eu une manne monétaire énorme dans une région très pauvre. On est d'accord là-dessus. Parce que ça soit qu'ils aient 100 millions d'euros ou 150 millions, 100 millions d'euros dans cette zone-là, vu le niveau de vie moyen par habitant, vu le petit jeune qui a du mal à manger, à qui on dit « Tiens, regarde la veste toute neuve, regarde le beau pick-up, regarde la belle calache, et en plus, on va te donner à manger. » Il n'y a pas besoin de lui donner pour le recruter, des sommes et des sommes. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on a payé, au début, c'était Abderrazak El Parra, il y avait déjà Abel Mokhtar, en 2003-2004, à chaque fois qu'on a payé, on leur a dit, ça marche, on continue. Ça, c'est sûr. Et je sais très bien la douleur des familles qu'on voilà. Après, qu'est-ce que vous voulez dire? Les cas individuels des familles dont les proches sont en otage, bien sûr qu'elles veulent qu'on paye. Mais le problème, la réalité, c'est que quand on paye, ils se disent, ça marche, on prend d'autres otages, c'est tout. Et comme le disait Thierry Dramé, l'argent se convertit en armes qui se retournent contre nous. C'est clair pour le juge antiterroriste? Bien sûr. Ils achètent des armes, mais pas uniquement. Ils achètent des gens. Ils achètent des gens. Ils achètent des Touaregs, notamment. Parce que c'est toujours le même problème, si vous voulez. Ils achètent des obligés autour d'eux. Pourquoi ils étaient que 200-300 en 2003, fin 2003? C'était rien du tout. Ils étaient 200-300, c'est le nombre qu'on estimait de l'AQMI. À cette époque-là, c'était rien. Voilà. Oui, et après on a des colonnes de 2000 djihadistes qui voulaient aller sur Bamako. Moi, je me pose quand même des questions. Leur puissance, elle est quand même venue du fait qu'on les a arrosés. Je vois pas dans cette région d'Afrique comme dans d'autres, il faut quand même savoir que le revenu moyen par habitant, c'est moins de 2 euros par jour. Voilà, c'est pour ça que je dis... Donc effectivement, on peut comprendre que ces groupes qui bénéficient de beaucoup d'argent de la prise d'otages... Tout ça est très vrai, pardonnez-moi, cher Noël, tout ça est très vrai, mais pouvons-nous, entre hommes politiques français, parlementaires français ou européens, avoir un débat en toute lucidité, en toute honnêteté, pour dire non, on ne paiera plus. Moi, j'aimerais que celui qui dit non, on ne paiera plus, lève la main et le dise très clairement. Et Frédéric Pons voulait intervenir, je vous donne la parole. La question restait en suspens. Dans l'attitude de l'Algérie à In Amenas, sur cet assaut extrêmement brutal qui a choqué tout le monde, il y a plusieurs logiques. Vous avez dit, Yves Calvi, qu'il y a la logique de l'éradication des terroristes, au mépris de la vie des otages. C'est vrai, dans tous les cas de capture de bandes terroristes, les Algériens n'ont pas fait de cadeau. Ils y sont allés vite, très fort, très brutalement, sans négocier. Il y a un autre aspect dans cette affaire d'Ain Amenas, c'est que les terroristes ont touché au cœur
du trésor algérien, au cœur de la rente algérienne, au cœur de la rente des généraux algériens. C'était une déclaration de guerre ? Absolument. C'est la première fois, à ma connaissance, depuis le début des guerres islamistes en Algérie, que des bandes s'attaquent à un site gazier ou pétrolier. Et là, c'était stratégique. Algérienne. Ça allait au-delà de la vie des otages pour l'Algérie. C'était une question de vie ou de mort. Ils ne pouvaient pas laisser penser à toutes les bandes terroristes qui grenouillent encore en Algérie que finalement les sites gaziers et pétroliers étaient vulnérables. Donc il fallait tout de suite frapper très très fort. Il n'y avait rien à négocier pour sauver précisément cette richesse extraordinaire pour l'Algérie. Mais cette attaque, selon vous, c'est le retour du terrorisme en Algérie ? Le terrorisme n'a jamais... C'est une opération ponctuelle. Non, c'est une opération ponctuelle préparée de longue date, une opération d'opportunité. Mais vous savez, les généraux, enfin le régime a réussi à casser les islamistes, mais il reste des bandes. En octobre dernier, dans la wilaya de Boumerdès, à 50 km d'Alger, à l'est d'Alger, une bande de 10 terroristes, de 10 islamistes, a été anéantie. C'était il n'y a pas si longtemps. Puis-je poser une question à Frédéric Pons ? Allez-y. Qui paye ? Qui paye ? Je veux dire, dans le racket, dans les quartiers chauds, difficiles, qui paye ? C'est le commerçant qui paye. Ce n'est pas le gardien de la paix. Dans le gaz, la perspective d'attaque de ce type, bon, vous dites les généraux touchent, bon, je veux bien, ils touchent, moi j'en sais rien. Mais je sais qu'en tous les cas, ceux qui touchent, c'est quand même les compagnies qui exploitent. Et si elles ne peuvent pas exploiter, elles perdent beaucoup. Et je pose la question, qui paye ? J'ai cru que vous alliez demander qui paie les bandes islamistes. Exactement, c'est exactement la question. Oui, j'ai bien compris cette question-là. Et vous pouvez tenter d'y répondre tous les deux. Il y a aussi des... Après, je laisse parler. Il y a aussi des puissances étrangères. Lesquelles ? Qui, du fait de leurs revenus colossaux et de leur militantisme islamique, apportent de l'argent à un certain nombre de mouvements ou de partis ou de gouvernements islamistes dans le monde. Ennahda en Tunisie est financé, les frères musulmans en Égypte sont financés, un certain nombre de mouvements islamistes africains et maghrébins sont financés par qui ? Par des pays notamment par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et le Qatar ? Nos amis du Qatar. Je précise que ce soir, le président Morsi a une fois de plus, en tout cas très clairement, dénoncé l'intervention militaire qui a lieu au Mali. Harlem Désir, je vous pose une question sur les rançons. Morsi, c'est l'Égypte. je l'ai oublié. L'Égypte, oui. Je n'ai pas dit égyptien. Non, tout à fait. Ah bon, pardonnez-moi. Le Qatar a émis des réserves sur l'intervention militaire française. Harlem Désir, je reviens sur la question des rançons. Est-ce qu'on peut imaginer un front commun des démocraties confrontées aux prises d'otages, une sorte de front du refus des rançons, quand on voit les catastrophes que ça entraîne? Et je dis ça en ayant bien entendu présent à l'esprit que nous avons des otages dans cette région et que le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé hier sur France 5 que nos otages étaient vivants. C'est donc qu'il a eu des preuves de vie. Voilà. Est-ce que le front du refus, ça peut s'organiser? Bon, d'abord, depuis le premier jour, comme ça a été le cas, je crois, de tous les gouvernements français, c'est une préoccupation constante pour le président de la République et le gouvernement, le ministre de la Défense notamment, que d'essayer de faire en sorte que nos otages puissent être libérés. Ce qui vient d'être évoqué, c'est qu'il y a des doctrines différentes selon les pays. Il y a des pays qui ne négocient pas du tout. C'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Algérie, par exemple. Il y a des pays, la Grande-Bretagne, on dit, il y a des pays qui, semble-t-il, ont eu pour attitude, en général, de toujours négocier, de ne jamais intervenir. Je crois que ça a été le cas de l'Espagne, je ne veux pas mentionner trop d'autres pays, mais d'un certain nombre de pays européens. J'ai bien compris ce que nous a dit Gérard Longuet, c'était le cas de la France. Même de façon allusive. La France, c'est un pays qui, en général, a eu des attitudes, justement, qui se sont adaptées. D'ailleurs, quand il y a, d'abord sur notre territoire, des situations de prise d'otages, nous avons une doctrine qui est d'essayer de préserver d'abord la vie des otages, mais c'est très différent, et de tout faire pour cela. Quand il s'agit d'otages à l'étranger, évidemment, c'est un contexte très difficile, et je crois qu'on doit tous s'exprimer avec beaucoup de responsabilités. La position de la France, c'est de dire qu'on ne paye pas de rançon. Vous imaginez bien que si nous devions dire qu'il suffit d'enlever un de nos compatriotes ou un ressortissant d'un pays de l'Union européenne pour avoir cette prime qui permet de financer ensuite les réseaux terroristes, nous serions dans une situation intenable. Donc je crois que face aux terroristes, il y a une action qui est d'abord une action de renseignement,
y compris d'ailleurs ici en France. Il y a une action de justice. Beaucoup d'autres pays nous envient le dispositif qui permet aux juges antiterroristes en France, aux juges au pluriel, mais notamment aux juges Trévidic, d'intervenir très rapidement quand les services de renseignement ont mis en évidence qu'il y avait des réseaux qui se créaient. Il y a des services de renseignement qui, pratiquement tous les ans, dans notre pays, ont démantelé ces dernières années des réseaux et les ont empêchés de commettre des attentats contre la cathédrale de Strasbourg, ou récemment le groupe qui avait attaqué un magasin juif à Sarcelles et qui a été identifié ensuite, d'ailleurs, encore à Strasbourg. Puis de temps en temps, eh bien, il faut reconnaître qu'il y a des acteurs qui passent à l'acte. Ça a été le cas de Mera. Donc c'est une lutte résolue et elle a aussi une dimension extérieure. C'est ce qui a été rappelé tout à l'heure. Si nous laissons s'installer des territoires entiers ou des États terroristes, quels que soient les pays d'Europe et leur doctrine, nous en subirons les conséquences, y compris ceux qui pensaient être à l'abri. Souvenons-nous qu'il y a eu des attentats à Madrid, qu'il y a eu des attentats à Londres, comme il y avait eu dans le temps des attentats en France. Noël Mamère, rapidement. Toutes les sociétés ouvertes que nous défendons, qui sont des sociétés démocratiques, prennent effectivement le risque de ce genre d'action terroriste. Donc c'est aussi une des variables de notre liberté, malheureusement, il faut le dire. Je pense que ça pose un problème moral et philosophique de savoir ce que l'on doit faire lorsqu'il y a des prises d'otages. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire, parce que c'est une forme de lieu commun, de dire on lutte contre le terrorisme. Oui, évidemment. Mais comment lutte-t-on de la meilleure manière contre le terrorisme ? En faisant en sorte que le terrorisme ne s'installe pas dans des pays dans lesquels les États sont défaillants, dans lesquels les États peuvent être complices, y compris avec ces terroristes, parce que ça les arrange bien pour rester au pouvoir. Et donc je pense que ça pose un problème de la politique extérieure de notre pays, de la manière dont elle pratique son aide au développement et de la manière dont elle applique des, comment on va dire, des ajustements qui ne soient pas simplement des ajustements structurels, comme l'ont imposé le FMI et la Banque mondiale au Mali, mais plutôt des ajustements politiques. Nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Une des questions qu'on peut se poser, Frédéric Pons, ce serait où est-ce que ça nous mène, ces opérations militaires est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'il faut craindre de nouvelles opérations terroristes sur des sites industriels en Algérie ou ailleurs? Est-ce qu'ils ont repris l'initiative ou est-ce qu'on vient d'assister à un coup? Non, mais les islamistes et les terroristes n'ont jamais perdu de vue leur volonté, pour les islamistes en tout cas, c'est de créer quelque part un nouvel Afghanistan, un émirat islamique quelque part. Ils ont choisi le Sahel et notamment le Mali parce que c'était l'État le plus faible. Donc, en permanence, ils vont essayer de pousser, il faudra les repousser, les casser, les frapper, mais à tout moment, en Algérie, au Mali, comme en France, ces réseaux pourront essayer de susciter des vocations, soit individuelles, soit des groupes. Ça, c'est le travail des services de renseignement et de police de les retrouver. Mais en tout cas, pour ce qui est du Mali, on est, je pense, condamné malgré tout à y rester un petit moment, un peu comme pour l'Afghanistan, mais avec cet engrenage dont on parlait tout à l'heure, qui nous mène, on ne sait pas trop où en ce moment, c'est la reconstruction, possible ou pas, d'un État complètement défaillant. Est-ce que lorsque la France intervient au Mali, Marc Trévidic, elle est d'autant plus menacée par le terrorisme sur son territoire? Je nous ramène en France. Je serais hypocrite de dire que non. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est en première ligne dans moi, ce que j'estime être quand même malgré tout une lutte contre le terrorisme à l'extérieur de nos frontières au Mali, parce que moi, j'ai pas peur des mots. J'aime pas à la bouche parler de guerre contre le terrorisme, mais par contre, au Mali, contre des groupes qui veulent imposer par la violence leur vue de l'islam à une majorité, je trouve que c'est du terrorisme. Donc, on lutte là. On est l'ennemi. Pourquoi voulez-vous qu'un terroriste n'utilise pas l'acte de terrorisme pour lutter contre la France? Il va essayer. Seulement, la réponse à la question, c'est pas seulement parce qu'il essaye qu'il y arrive. Donc voilà, et tout le monde va faire ce qu'il peut pour que la France soit un pays sûr et qu'il n'y ait pas de répercussions. Mais il faut aussi payer le prix des décisions qu'on prend, qui peuvent être parfaitement bonnes, mais il y a toujours éventuellement des conséquences. Dans votre livre, vous vous inquiétez, avant que ces événements aient lieu, de la poussée du terrorisme dans ces pays, notamment d'Afrique de l'Ouest, et en disant que la France avait été confrontée à un terrorisme ces dernières années qui était celui d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et que vous craignez aujourd'hui qu'on ait un terrorisme issu de ces régions, des pays frontaliers, mais cette fois-ci d'origine noire et africaine. C'est simplement parce que c'est un Mali qui leur ressemble plus que les autres djihad, c'est tout. Les djihad étaient plus arabes, étaient au Yémen, et vous pensez qu'il y a une concurrence, j'allais dire quasiment ethnique? Non, mais c'est-à-dire que quand vous êtes musulman et très radicalisé,
que vous avez toujours été mis un peu à l'écart, que vous avez eu à souffrir du fait que tous les chefs étaient arabes, en fait. Étaient soit jordaniens, soit saoudiens, que vous étiez considérés finalement comme pas grand-chose dans le groupe. Là, c'est complètement différent. Il y a des chefs, Ansardine et Moudjahou, qui sont maliens. Par exemple, le chef de la police islamique à Gao, c'est un Songhai. C'est un Songhai, donc c'est un noir. Et je profite de l'occasion pour dire un message pour ceux qui sont tentés par la stigmatisation, par les amalgames, qu'il faut faire attention. Le chef d'état-major de l'armée malienne a déclaré à la télévision malienne que ceux qui ont tiré sur nos troupes à Konna n'étaient pas tous des Touaregs ou des Arabes, qu'il y avait aussi des Noirs là-dedans. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas détruire ce qui nous reste de Mali, ce qui nous reste de pays, en s'en prenant à nos compatriotes sur la base de la couleur de leur peau. Dernière question, je vous demande une réponse courte, Thierry Dramé. Est-ce que vous avez la conviction, j'ai cru comprendre que vous nous disiez cela en début d'émission, que, en fait, par la guerre, la France prépare la paix au Mali? Bien sûr. Il est évident que la France prépare la paix au Mali en intervenant, en aidant le Mali à se libérer, mais également, la France se protège. Parce que si les groupes terroristes prennent possession d'1 241 000 km², tous les voisins du Mali seront menacés et la France ne pourrait pas être à l'abri. Comme l'Europe d'ailleurs. Et c'est pourquoi je comprends que l'Europe se mobilise, que la communauté internationale se mobilise, comprend que ce qui se joue au Mali, c'est la sécurité de tous. C'est la liberté de tous. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous montre les livres qui nous ont aidés à la préparer. Tout d'abord, le livre qui vient de paraître de Marc Trévidic, Terroriste, les 7 piliers de la déraison, aux éditions Jean-Claude Lattès. Il y a toutes les questions que vous vous posez sur le terrorisme, notamment en France aujourd'hui. Ouvrage extrêmement intéressant. Le livre qui vient de paraître, alors lui aussi, au cœur de cette actualité, Algérie, le vrai état des lieux de Frédéric Pons, paru aux éditions Calman Lévy, 50 ans d'indépendance. Merci à tous de votre présence. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé ce débat, à David Montagne qui vient de le réaliser avec ses équipes. Jeudi, n'oubliez pas, Arnaud Montebourg, invité des paroles et des actes, présenté par notre camarade David Pujadas. Nous, on se retrouve lundi prochain pour Mots Croisés, bien entendu. Bonne fin de soirée avec le dernier journal. Merci de votre fidélité.